ça, le patriarcat? Détruisons le patriarcat. Mais c'est quoi le patriarcat? Le patriarcat fait donc du sexe et du genre la principale règle d'organisation de notre société. Une société patriarcale, c'est toute une structure, c'est tout un ensemble de domaines où les hommes sont dominants et qui fait système. Parce que, avant d'être un mot fourre-tout de toutes les luttes, Féministe antifasciste, détruisons le patriarcat. il avait un sens précis. C'est une organisation sociétale visant à réguler les politiques via l'institution matrimoniale. Expliqué comme ça, c'est sûr, cela fait moins rêver. Et pourtant, vous allez le voir, c'est passionnant. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Comme le fait remarquer Georges Duby, toute idéologie a son histoire. Les idéologies se combattent et se transforment, emportées par un mouvement indissociable de celui qui entraîne l'évolution de la culture matérielle. Et le patriarcat n'échappe pas à la règle. Nous allons voir que cette organisation sociétale qui régira les sociétés occidentales pointera le bout de son nez au 8e siècle sous le règne de Pépin le Bref et s'enracinera jusqu'au 12e siècle pour s'installer dans la durée. Mais si elle a un début, elle a aussi une fin. Le premier coup porté à cette idéologie est certainement la Révolution de 1789. Mais celui qui lui portera le plus gros coup est Napoléon. Par la suite, ce système périclitera doucement jusqu'à devenir le presque Maccabée sur lequel on aime tant taper aujourd'hui. Attends, tu es en train de dire que, pour toi, le patriarcat est déjà mort, ou presque? Allez, viens avec moi, je t'emmène sous le règne de Pépin le Bref. La naissance du patriarcat. Pépin le Bref est le premier roi des Francs qui va rendre la fonction héréditaire. C'est lui qui, grâce à des alliances de pouvoir, va rendre le système héréditaire donc. Avant Pépin le Bref, le maire du palais était choisi au sein d'une élite pour un temps déterminé et pour le moins révocable. L'ironie de l'histoire est que Pépin le Bref était un bâtard. Mais bon, la mise en place de ce système héréditaire ne va pouvoir se faire qu'en acceptant que d'autres fonctions deviennent elles aussi héréditaires. Les alliances que va nouer Pépin le Bref se fera au sacrifice d'une certaine autorité sur certaines fonctions. À la fin de son règne, son royaume est divisé entre ses 3 fils, et l'on sait comment cela finit, Charlemagne remporte la mise. Cette hérédité va modifier en profondeur les structures de pouvoir. Si avant, le poids politique dépendait de son entourage, de ses alliances et de sa proximité avec le décideur, par la suite, le poids politique des individus sera déterminé par leur lignage et un lignage résolument agnatique. Agnatique, de père en fils? C'est ça. La diffusion du modèle. Ce modèle, parti de la plus haute aristocratie, va se diffuser dans toute la société au cours des siècles. Ainsi, Georges Duby nous explique que cette organisation patriarcale de la société se diffuse entre le Xe et le XIIe siècle à toutes les couches de la société. D'abord, dans le royaume de France, entre 920 et 950 au niveau des familles comtales. Lorsque les comtes prenaient leur indépendance, commencent à transmettre à leurs fils cet honneur, désormais héréditaire. 2 générations plus tard, la puissance comtale s'effrite elle-même. Aux alentours de l'an 1000, certains châteaux deviennent à leur tour le centre d'une principauté minuscule. Je suis porté à croire aussi que 2 générations plus tard encore, c'est-à-dire dans le 3e quart du XIe siècle, d'autres familles, plus modestes, se dégagèrent à leur tour de la domination du château autour d'un petit fief, d'une maison dont elles prirent le nom. Elles s'organisent elles-mêmes en lignées, adoptent des règles successorales et des coutumes familiales propres jusqu'ici aux rois et aux ducs, puis aux châtelains. Elles constituèrent la plus basse couche des lignages, ceux de la petite noblesse chevaleresque.
Étant donné que l'on ne peut pas remonter les lignées, sauf celles liées à Charlemagne, au-dessus du Xe siècle, on en déduit que les structures familiales se sont transformées au tournant du IXe et du Xe siècle. Georges Duby explique également dans Le Mâle Moyen Âge que les écrits généalogiques composés au XIIe siècle laissent croire que les structures de parenté se sont transformées pendant le Xe et au début du XIe siècle. Avant le XIe siècle, un homme de l'aristocratie considérait sa famille comme un groupement d'hommes et de femmes liés à lui aussi bien par le sang que par le jeu des alliances matrimoniales. L'importance pour lui était ses relations et non son ascendance. Mais ensuite, l'individu, au contraire, se sent pris dans un groupe de structures beaucoup plus strictes, axées sur la filiation agnatique, membre d'une maison dont la direction se transmet à l'aîné des fils, origine de toute la puissance et de toute l'illustration de la race. Il a pris une conscience d'héritier. Or cette structure nouvelle, Carl Schmitt l'a fait remarquer, reproduit en fait celle que présentait seule auparavant la famille du roi ou celle du duc, et elle s'est constituée autour d'un pouvoir devenu autonome, assujetti seulement au devoir incertain de la vassalité. Cette nouvelle structure de parenté se forme donc au moment même où l'État se décompose. La nouvelle structure de parenté se dessine. Et ce modèle ne se limitera pas à la noblesse et se diffusera aussi parmi les roturiers. Si, entre le Xe et le XIIe siècle, l'évolution des structures familiales ont suivi dans l'aristocratie et la paysannerie des directions inversées, alors que les liens de parenté se tendaient dans la noblesse, ils s'assouplissaient parmi les paysans. Par la suite, le modèle familial basé sur la lignée agnatique se retrouve également dans la classe paysanne. Les conséquences du modèle patriarcal sur les structures sociales. À en lire Georges Duby, ce qu'il est important de retenir, c'est la dynamique qui permet une réorganisation de la société au début des temps féodaux. Apparition de structures familiales nouvelles dans l'aristocratie du royaume de France, le patriarcat, dissolution du pouvoir de commandement, l'appropriation des religions, l'évolution des institutions féodales. Lequel entraînera l'autre, c'est difficile à savoir. S'il semble que l'organisation autour de la parentèle a eu pour objectif de répondre à l'émiettement du pouvoir politique et l'émiettement des fortunes au Xe siècle, paradoxalement, elle a aussi eu pour conséquence l'affaiblissement des pouvoirs par l'émiettement de ces derniers. Un changement aussi profond de la société ne va pas sans conséquence sur les structures sociales, et ce, sur différents plans. Dissolution des pouvoirs, l'institutionnalisation du mariage, le droit d'aînesse, l'interdiction de la consanguinité, l'exclusion des femmes. Dissolution du pouvoir. Le mouvement qui l'a fait prendre corps était en marche dès la fin du IXe siècle, quand, dans la région qui formèrent la France, les rois carolingiens cessèrent de tenir en bride leur noblesse. Alors on pourrait imaginer que la dissolution du pouvoir est causée par l'hérédité du pouvoir, à chaque génération le patrimoine se divisant. Sauf qu'il n'en est rien. En effet, nous allons voir que, d'une part, il est poussé par les rois et ducs afin d'affaiblir les possibles contre-pouvoirs, et d'autre part, elle est contrebalancée par une favorisation de l'aîné, justement pour éviter l'émiettement du patrimoine. Comment ça, les affaiblir? Comme l'explique Georges Duby dans La Société chevaleresque, chaque couche de la classe nobiliaire va pousser ses vassaux à contracter des alliances matrimoniales avec des seigneurs locaux, donc d'une moins haute importance. Ainsi, les nobles vont donner leurs filles à des seigneurs de moins grande importance. Voilà, l'hypergamie féminine comme une vérité de tout temps est un mythe. Revenons. Cela aura deux conséquences. Les maisons les plus importantes seront isolées les unes des autres. La femme va devenir un enjeu de promotion sociale. Alors, l'hypergamie masculine, on en parle? Les maisons. Une maison est un groupe familial lié à un même patriarche. Sauf que, comme vous l'aurez compris, cela va à l'encontre même de l'organisation patriarcale, puisque cette dernière a pour objectif de transmettre le patrimoine à la génération suivante. Comme le dirait Georges Duby,
Son rôle est d'assurer sans dommage la transmission d'un capital de biens, de gloire, d'honneur, et de garantir à la descendance une condition d'un rang au moins égal à celui dont bénéficiaient les ancêtres, tous responsables du destin familial. Et afin d'éviter la dissolution du patrimoine, une réponse va être apportée. La mise en place d'une institution matrimoniale, une tendance à favoriser l'aîné des fils, Matrimonial. le mariage. L'institution du mariage. Quand je dis que le patriarcat est une organisation qui vise à gérer les politiques via une institution matrimoniale, cela signifie que l'objectif est d'organiser la transmission du patrimoine. Matrimonial vient de mariage, et c'est bien cette institution qui va être mise en place au XIIe siècle sous l'impulsion de l'Église. Dans le Mal Moyen-Âge, Georges Duby écrit « Il est permis de considérer le renforcement progressif de ces structures propres lignagères comme un trait spécifique de la société dite féodale. Le mouvement épouse en effet celui de la dégradation des pouvoirs religionnaires. » L'institutionnalisation du mariage ne se fera pas du jour au lendemain. Les laïcs y sont plutôt opposés, y voyant une restriction de leurs possibilités d'alliance. Cependant, au cours de cette compétition séculaire, le religieux tend à l'emporter sur le civil. L'époque est celle d'une progressive christianisation de l'institution matrimoniale. Le mariage, comme sacrement chrétien, apparaît au XIIe siècle. Il est le résultat d'une construction idéologique propre à la chrétienté. Et le clergé arrive à l'imposer au monde laïque, notamment en le présentant comme un moyen de lutter contre le catharisme et les hérésies, mais aussi grâce au développement de toute une doctrine visant à culpabiliser l'œuvre de chair. Cette institution matrimoniale ritualise le système patriarcal, c'est-à-dire la passation du patrimoine de père en fils. À titre d'exemple, le soir des noces, c'est le père et non le prêtre qui officie, qui prononce cette formule rituelle, afin que ceux-ci vivent dans son amour divin, persévèrent dans la concorde et que leur semence multiplie dans la longueur des jours et des siècles et des siècles. Enfin, au XIIe siècle dans la province de Reims. Le droit d'aînesse. Afin de ne pas disperser le patrimoine, les fils aînés vont être favorisés par rapport au reste de la fratrie. C'est à lui que reviendra l'ensemble du patrimoine, ou presque, mais c'est aussi à lui que reviendra la charge de perpétuer la lignée. Au XIe siècle, dans le milieu restreint du maître de château, la tendance est à favoriser l'aîné. Certes, mais ce modèle n'est pas l'apanage de la noblesse. En effet, chez les villageois, la terre se transmettait, en général, au fils aîné, mais les frères et les sœurs pouvaient y rester travailler pour l'héritier, tant qu'ils ne se mariaient pas. Les seuls qui font exception sont finalement les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de patrimoine ou presque. En pays de bocage, en revanche, chaque homme travaillant séparément à sa ferme, la terre revenait à tous les fils survivants qui la tenaient et la travaillaient ensemble et qui vivaient dans une grande maison ou dans un petit groupe de maisons contiguës. Ce qui en résulte est un nombre important de célibataires, puisque seul l'aîné des fils se mariait et qu'on limitait également le mariage des filles afin de limiter les dots à payer. Demeurer sans épouse était naguère un état durable que partageait la majorité des mâles de ce milieu social. Au XIIe siècle, cela n'est plus désormais pour la plupart qu'une étape, un âge de vie, le sort commun lorsqu'on n'appartient pas à l'Église, est de s'établir et de fonder sa propre maison, de ne plus procréer seulement des bâtards, mais aussi des fils légitimes. La chevalerie dans sa majorité vécut dans le célibat. Cela explique sans doute pourquoi le XIIe siècle fut le siècle où se développa le fin amour. Et soyons honnêtes, tout le plaisir appartient donc aux chevaliers. Et le désir était moins celui d'aimer que celui d'épouser. Le mariage signifiait l'indépendance enfin conquise. C'est par le mariage qu'on s'établissait. Les jeunes filles
issues de lignées en extinction devenaient des mets de choix, celles que tout le monde recherche. Pour l'illustrer, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Après de longues années de jeunesse, comprendre de célibat, de quêtes infructueuses, de mécomptes, Arnaud d'Ardres a découvert enfin l'héritière d'une châtellenie, jouxtant la principauté dont il est l'héritier. C'est la plus évidente qualité de cette fille. Le comte a poursuivi les palabres, fait rompre les premières fiançailles qui promettaient à son fils une moins fructueuse alliance, obtenu l'assentiment de l'Église, la levée par l'officiel de l'excommunication qui pesait sur son fils pour une affaire de veuve volée, fixé enfin la dot, première phase décisive, et qui suffit à conclure le légitimum matrimonium. Restent les noces, elles ont lieu à Ardres, dans la maison du nouveau couple. D'ailleurs, si cette histoire vous intéresse, sachez que je la développe dans cette vidéo. Interdiction de la consanguinité. Sauf que le droit d'aînesse renforce les pouvoirs locaux. Une nouvelle carte va sortir du chapeau, l'interdiction des mariages consanguins. En effet, comme dit plus tôt, les nobles ont tendance à se marier au sein de la même parenté dans l'objectif d'obtenir une certaine unité patrimoniale. Il va donc être interdit de se marier entre proches parents, le concept de parenté s'entendant de sang et de spiritualité. Ainsi, les parrains, les frères de lait, seront également exclus. Attends, l'interdiction des mariages n'est pas pour préserver de la consanguinité et des risques de cette dernière ? Outre le fait que leur connaissance des mécanismes de la reproduction laisse à désirer, pourquoi dans ce cas refuser les mariages entre deux personnes n'ayant qu'un lien spirituel ? Ce n'est pas faux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Non, rien. Sans parler des dispenses accordées à la plus haute noblesse, au gré des intérêts de l'Église. Mais revenons. C'est à cette époque que l'on voit se mettre en place une mémoire parentale. Selon Georges Duby, on s'aperçoit qu'elle s'étend sur 1 siècle et demi, remontant précisément sur 6 degrés de cousinage, que les injonctions ecclésiastiques incitaient à mémoriser précisément. Au-delà, elle devient très floue. C'est à peine si elle retient quelques noms, celle des chefs de famille sur 1 siècle. Franchie ce seuil, elle se perd tout à fait dans la nuit qui s'installe. L'auteur, soucieux de remplir sa mission, projette alors son propre rêve. Et c'est pour cette raison que l'on a du mal à remonter les arbres généalogiques au-delà du XIIe siècle, et encore. Seulement si vous appartenez à une famille qui, déjà à l'époque, avait un peu de poids. Autre point paradoxal, c'est aussi à ce moment-là que se relâche un peu le droit d'aînesse. Georges Duby nous explique, dans le dernier tiers du XIIe siècle, quelques signes manifestent que la restriction au mariage des fils commence à se relâcher dans les familles aristocrates. D'autres garçons que les aînés sont autorisés à se marier. Il émet 2 hypothèses qui peuvent être réunies dans cette question finale. Comment résoudre la contradiction apparente entre les deux attitudes, entre la réaction de défense, le repli de l'aristocratie sur la qualité de son sang et sur le système éthique qu'elle érigeait face aux menaces de déstabilisation, et l'abandon simultané d'une stricte discipline matrimoniale, le moindre souci de contrôler par un moyen les naissances, mais dont les conséquences rapides furent, en élargissant les strates sociales, de les rendre plus poreuses, moins strictement fermées à la montée des parvenus, et finalement à l'affaiblir pour le plus grand avantage de l'autorité royale. Je me permets d'émettre une hypothèse personnelle. Au XIIe siècle, de nombreuses familles s'éteignent, souvent parce que le fils aîné, seul marié, n'a pas de progéniture survivante. Autoriser le puîné à se marier est une façon d'augmenter les chances d'avoir une descendance et donc de maintenir la lignée dans le temps. En effet, les solidarités s'organisant autour du noyau familial, cette descendance et, plus exactement, cette descendance masculine est essentielle pour l'ensemble des membres de la famille. Une réorganisation des solidarités familiales. Avant ce bouleversement sociologique, les solidarités se faisaient au sein d'une unité familiale élargie, comprenant également les membres rapportés dus aux alliances des différents
par an. Or, à partir du XIIe siècle, les solidarités se sont resserrées autour du noyau familial. Papa, maman et les enfants. Georges Duby précise dans Le Mal Moyen-Âge que des recherches récemment menées dans le nord-ouest de la France ont montré la diminution, après 1175, des actes conclus par des groupes familiaux larges et la multiplication compensatrice des actes conclus par des couples dans l'aristocratie. Le lignage, apparemment, commence à céder la place à la cellule conjugale au ménage, dont l'Église et les groupements paysans et bourgeois apparaissent les champions. Exclusion des femmes. Cette réorganisation a un autre effet pervers, l'exclusion des femmes. En effet, si tout tourne autour de la lignée masculine et si les solidarités ne se jouent qu'autour de ce noyau, alors cela a pour conséquence de reléguer au second plan les femmes, là où jusqu'à présent leur réseau familial, d'alliances et de connaissances, jouait un rôle aussi important que celui de monsieur. Comme l'explique Georges Duby, une phase de rapide solidification commença entre 950 et 1100. Cette transformation accompagne le succès de coutumes qui tendent à exclure les femmes. La traduction la plus frappante de l'infériorité des femmes sur le plan juridique se manifeste par la tutelle que les hommes exerçaient sur elles. Cette tutelle, ancrée dans presque toute la législation, aboutissait à une limitation de la capacité juridique de toutes les femmes. Cette oppression réside dans le contrôle de la sexualité du corps féminin et dans la dégradation psychique de l'épouse considérée comme une étrangère. Cependant, il est à noter que cette tutelle s'efface doucement à la fin du Moyen-Âge entre le XIIIe et le XIVe siècle, même si elle prendra, d'une certaine manière, une autre forme. La mort du patriarcat. Mais pourquoi je vous dis que le patriarcat est mort? Tout simplement parce que l'on a défait les institutions qui le permettaient. Et celui qui portera le plus gros coup est Napoléon Ier. Napoléon, misogyne, oui, patriarcal, non. Certes, le droit d'aînesse est aboli en 1792, lors de la Révolution française, puis rétabli en 1826 par les ultra-royalistes, avant d'être définitivement aboli en 1849. Mais Napoléon va aller plus loin. Il va obliger à une répartition à part égale entre chacun des héritiers. Et si, entre les restaurations et les diverses républiques, ces dispositions peuvent être abrogées puis reprises, il n'en reste pas moins que notre code civil est un héritage impérial. Or, s'il n'y a plus de droit d'aînesse, les statuts sociaux ne peuvent être maintenus. Ainsi, Éric Mention-Rigaud évoque l'hypothèse dans Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique que cette dite noblesse a perdu de son pouvoir au fil du temps en continuant à faire une progéniture nombreuse et donc à diviser son patrimoine à chaque génération un peu plus, cassant ainsi l'héritage qu'elle avait cumulé au cours des siècles. Alors, avant de me tirer dessus à balles réelles, cet avis est partagé par plusieurs chercheurs qui s'intéressent au sujet, et je dois l'avouer, leurs arguments sont convaincants. Maintenant, vous pouvez tirer. Napoléon va aussi faire en sorte que l'institution du mariage échappe à l'Église en 1804, un premier pas vers la destruction de l'institution. Une destruction de l'institution du mariage. Que représente le mariage aujourd'hui? À part dans des familles très conservatrices, ce dernier est devenu un folklore pour petites filles en mal de romantisme. Un rêve de jeunes femmes qui rêvent encore de robes de princesse. Mais qu'en est-il statistiquement? 60% des Français sont en couple. 72% de ces couples sont mariés. Seuls 45% de ces couples ont des enfants. 45% d'entre eux divorceront. 3% des couples mariés sont des couples homosexuels. Ce qui signifie que l'institution du mariage, telle que pensée au XIIe siècle, celle qui a instauré le patriarcat, ne concerne plus que 10% des Français.
La conclusion va de soi. Aujourd'hui, être marié et avoir des enfants n'est plus la norme. Déjà, lorsque Françoise d'Aubonne écrit « La famille est la pierre angulaire de l'ordre patriarcal », elle est fondée non seulement sur des intérêts économiques, mais aussi sur des mécanismes psychiques propres à l'homme qui a toujours fait de la femme un objet de domination et un trophée vers les plus hautes entreprises. Ce n'est plus complètement vrai. La législation concernant les familles a été modifiée en profondeur pour reconnaître l'ensemble des enfants nés hors mariage. Sans compter le fait que on estime que 2% des enfants des campagnes et plus de 20% des enfants en ville ne sont pas de leur père officiel, une moyenne de 10% des enfants. C'est énorme. Oui, même Georges Duby fait remarquer, parce que sur le mariage repose entièrement l'ordre social, parce que le mariage est une institution, un système juridique qui lie, aliène, oblige afin que soit assurée la reproduction de la société dans ses structures, et notamment dans la stabilité des pouvoirs et des fortunes, il ne lui convient pas d'accueillir la frivolité, la passion, la fantaisie, le plaisir. Et lorsqu'elle commence de les accueillir, n'est-ce pas que déjà cette institution a perdu ses fonctions et tend à se dégrader? Les systèmes de solidarité. De plus, même les systèmes de solidarité ne sont plus intrafamiliaux, mais institutionnalisés, voire étatisés. Que ce soit le RSA, la sécurité sociale, les hôpitaux, les EHPAD, votre survie ne dépend plus du fait que vous ayez ou non des parents ou des enfants. Quoi qu'il advienne, l'État pourvoira. Que reste-t-il? L'exclusion des femmes. Et là où c'est triste, c'est qu'effectivement, statistiquement, les femmes souffrent plus de la pauvreté et de la précarité. Et les premières concernées sont les mères célibataires, celles qui justement ne bénéficient plus du modèle patriarcal. Car l'État ne pourvoit pas aux solidarités du quotidien, amener les enfants à l'école, les garder en cas de besoin. Enfin, tout ce qui facilite la prise d'un emploi. Conclusion. Alors mesdames, comme être féministe ne consiste pas à répéter des slogans vides de sens comme des mantras. Permettez-moi de vous dire que vous avez l'air de belle cruche quand vous dites, telle Françoise d'Aubonne, la faute au capitalisme racial et au patriarcat. Telle Bell Hooks, le patriarcat est une maladie sociale la plus dangereuse pour le corps et l'esprit masculin dans notre pays. Surtout que ce qu'elle appelle patriarcat s'apparente surtout à de la violence intrafamiliale, mais bon. Telle Victoire Tualion, l'horreur du monde capitaliste, patriarcal, raciste. Et comme l'a dit Olivier Mousse, le patriarcat explique ceci, le racisme systémique explique cela. Ça ressemble beaucoup à une approche complotiste. Vous voulez changer le monde? Alors commencez par comprendre les concepts qu'il y a derrière. Parce que sinon, que pouvez-vous répondre à Ève Wagerland lorsqu'elle écrit « Car en dépit du fait que le christianisme véhicule depuis ses origines un message libérateur et égalitaire pour les femmes, nos féministes associent la religion catholique au patriarcat le plus rance. » Non, c'est pas vrai, tout est faux. Ça va peut-être un peu juste. Vous pouvez toujours tenter un facho, ceci dit. Du coup, petite parenthèse pour répondre à Ève Wagerland, qui ne m'écoutera certainement jamais. Dire que l'Église a permis la libération et prôné l'égalité homme-femme est faux. Si par certains côtés de la doctrine ça a été le cas comme concernant l'adultère et les violences conjugales, par d'autres aspects, ils ont fait reculer le pouvoir des femmes. Voilà, parenthèse fermée. Et maintenant que je vous ai prouvé que le patriarcat est mort, et que pour autant tous les problèmes ne sont pas résolus, je vous propose de commencer à réfléchir à une nouvelle forme d'organisation sociétale qui permette à chacun de protéger les siens, d'élever ses enfants et de leur apporter un cadre sécurisant.
Car comme le fait remarquer Vera Nikolsky, en effet, si un effondrement brutal risque de favoriser un retour du patriarcat, au sens fort, il serait déraisonnable de laisser cette question aux seuls hommes.